Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour vous présenter une émission sur l'immigration. Et on sait aujourd'hui, avec toutes les crises, tous les problèmes qui se posent, c'est que cette émission, vraiment de plus en plus, a son importance. Alors, comme je dis, c'est un plaisir renouvelé de vous présenter cette émission chaque samedi à pareille heure. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde, Junie Limage est avec nous. Et on a Michel au téléphone parce qu'il est pris dans le trafic. Alors, on va saluer Michel, ça va bien? Ça va bien, Maître François Jean-Denis, bonsoir Junie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez si bien dit, je ne suis pas loin, à un coin de la radio, mais là, vous savez, avec les travaux qu'on effectue maintenant sur le boulevard Saint-Michel, c'est devenu un casse-tête. Bon, alors aujourd'hui, comme je vous avais dit là hier soir, vous aurez une émission spéciale. Maintenant, il y a hier un article qui est apparu dans le journal La Presse où ce qu'on dit, il y a beaucoup de gens parmi les migrants, les nouveaux venus qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. Alors donc, si vous voulez tout savoir sur l'immigration, alors, vous allez tout savoir. Maître Jean-Denis a fait des recherches concernant ce problème. Vous allez vraiment avoir l'heure juste concernant tous ces blablabla. Alors, restez là. Et moi, j'arrive dans 2 petites minutes. Alors, restez, ne bougez surtout pas. Alors, on salue comme d'habitude tous nos amis qui nous écoutent un peu partout à Montréal, dans les autres villes canadiennes. Et vous êtes très nombreux à nous écouter. On vous salue. Et on salue également ceux qui sont aux États-Unis. La nouvelle est tombée hier. C'est sûr que ce n'est pas encore officiel, mais on a eu la recommandation du secrétaire d'État aux États-Unis qui dit que c'est pas la peine de renouveler le TPS. Ça veut dire que là, maintenant, avant le 22 novembre, déjà, on commence à recevoir des appels. Les gens sont... C'est même pas l'inquiétude parce que là, c'est une recommandation du département d'État. Alors, je dirais déjà, le TPS ne va pas être renouvelé et ça va être la catastrophe. Près de 46 000 Haïtiens sont concernés par la question. On a près de 320 000 personnes. On va compter les Salvadoriens, les Honduriens, les Guatémaltèques, tous ces gens-là qui sont concernés et qui devraient quitter les États-Unis très bientôt. C'est une situation très pénible, on vous comprend. Mais c'est quoi la solution? On ne sait pas. On va aborder la question parce que ce matin, j'ai parlé à Marlène Bastien et de la situation et c'est triste, c'est très grave. Ceux qui sont également dans les Antilles, ceux qui sont par exemple en Amérique du Sud, en Amérique centrale, alors ceux qui sont surtout au Chili, qui apparemment vivent une situation plus intéressante que les autres, alors on vous salue et puis on vous dit de continuer à nous écouter parce que effectivement nous allons vous expliquer ce qui se passe en immigration, d'autant plus que maintenant, on a les plans d'immigration pour 2018. Ça a été déjà publié le 1er et le 2 novembre. On va vous en parler. Les gens qui nous écoutent en Haïti, dans le département du Sud, Radio Macaya, on vous salue et on souhaite que vous êtes très bien. Vous venez de passer les 2 jours de congé, le 1er et 2 novembre. Alors, on espère que vous êtes toujours vivants. Alors, on vous salue. Ceux qui nous écoutent à Jacmel, département sud-est, avec Radio Télé Express, et Port-au-Prince, Radio Solidarité, et tous ceux qui nous écoutent sur Internet également, on espère que vous allez passer vraiment 1 heure de temps avec nous et vous allez apprendre beaucoup de choses. Ce soir à l'émission, c'est une émission extrêmement chargée, extrêmement spéciale. On a dans un premier temps les nouvelles qu'on va vous donner, en même temps les commentaires. Et dans un deuxième temps, on a avec nous Madame Sarah Savoie, que vous connaissez peut-être parce que elle est intervenue plusieurs fois dans la question de salon d'emploi, qui vient de sortir un livre avec Madame Lynn Réaume
et c'est pour le retour aux études. Alors, c'est quelque chose de fondamental. On a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, qui sont ici au Canada, qui ne peuvent pas travailler dans leur domaine parce que ça prend un retour aux études. Souvent, ils ne savent pas comment procéder. Alors, c'est-à-dire à la deuxième partie de l'émission, ce qu'on va faire, on va avoir les deux avec nous qui vont nous expliquer. Et en même temps, elles vont tirer un livre, parce que le titre de ce livre-là, c'est « Si elle décidé, je retourne aux études ». Et en même temps, on va annoncer, on va avoir des journées portes ouvertes, on va annoncer quand elles seront là, disponibles avec des livres. Et là, maintenant, on pourra venir et poser des questions, parce que nous, on fait à la fois le travail d'aider les gens à avoir leur statut, mais en même temps, il y a un travail pour la formation et après, un autre travail sur l'investissement. C'est comme ça qu'on bâtit une communauté. On ne bâtit pas une communauté sans formation, on ne bâtit pas une communauté qui n'a pas de moyens économiques. Alors, on bâtit une économique avec ces trois ingrédients-là. Alors, c'est très chargé, on ne va pas prendre beaucoup plus de temps. On va passer à la première pause à l'émission et après, on va recommencer directement avec les nouvelles. Allô? Allô, mon amour. Moi, faut passer ouais mon oncle là à Montréal-Nord. Je ferai le transfert pour ta maman dès mon retour à Montréal, à l'un des bureaux de la Unitransfert. Qu'en penses-tu? C'est vrai que la Unitransfert a 2 bureaux à Montréal, au 90-81 boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Montréal-Nord, non loin de la rue Arthur-Chevrier, tu trouveras la Unitransfert aux places suivantes. Le magasin 509 multiservices réparation de téléphones cellulaires au 11 814 boulevard Langelier, coin Maurice Duplessis. Dépanneur Normandie Dijon, 6345 rue de Dijon, coin Roland. Et restaurant chez Mamie, 12 265 boulevard Roland, coin Arthur Chevrier. Alors à plus tard, chérie. Ciao, ciao. À plus. Unitransfert, chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez émigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438 876 93 98. 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398. En Haïti, c'est le 48-20-78-18 ou bien le 22-09-76-82. Alors là, on commence avec les nouvelles. On va essayer de sélectionner les nouvelles les plus importantes. D'abord, on est au niveau de l'asile. Ok, la question d'asile. Première nouvelle, c'est que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié vient de prolonger la procédure temporaire qui concerne la présentation du formulaire fondement de la demande d'asile au Québec. On sait que depuis quelque temps, la Commission de l'immigration avait demandé aux demandeurs d'asile de présenter le formulaire avec 6 questions remplies.
nous songez et demandez-nous pour nous présenter formulaire. Si nous pas écrit histoire non, pour nous présenter 6 questions seulement. Question 1, question 8, 9, 10, 11, 12. Alors, c'était un projet pilote, vous aviez à remplir, à présenter ces questions-là. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on vient de prolonger ce délai jusqu'au 30 novembre 2017. Ça veut dire que maintenant, vous avez jusqu'au 30 novembre 2017. Avant, c'était 31 octobre. Maintenant, on vous donne jusqu'au 30 novembre 2017. Et je dis à tous ceux qui sont concernés par la question, même si vous avez un représentant, un conseil qui va s'occuper de ça pour vous, il faut être véatif, il faut aller demander la copie de ce document-là, parce que voici ce qui arrive maintenant, et c'est cette nouvelle-là qui fait très mal au niveau de la communauté, quand on apprend qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas rapportées aux autorités. Il y en a qui sont venus, par exemple, qui sont venus au mois de juin, au mois de juillet, on parle de 11 000. Alors, d'après ce que la vice-présidente de la section de la protection des réfugiés à la commission, Madame Benzi Miller, et Shirin Benzi Miller, et elle a rapporté, c'est la presse qui a rapporté ça, qu'une grande partie des gens qui ont traversé la frontière à pied pour demander l'asile au Canada cet été ne donnent plus signe de vie et risquent donc de ne jamais pouvoir régulariser leur statut au pays. Alors, la situation est telle que Madame a trouvé nécessaire de sensibiliser les gens, de faire appel aux médias pour dire que jusqu'à présent, il y en a qui ne se sont pas présentés. Ça veut dire que parmi 11 000 personnes qui étaient venus, mes amis, gagné en pile, par contre combien y est, mais gagné en pile qui pas fait signe de vie. Et si nous ta connaît moun sa yo, ça veut dire faut ta dit pour capable aller soit rencontrer un monde qui peut aider, parce que FDA par rempli formulaire fondement d'asile là, et ce formulaire n'a pas été rempli. Là maintenant on se retrouve en situation, maintenant si ces gens-là ne se présentent pas, l'agence de services frontaliers va passer à l'action, elle va prendre des dispositions et on va déporter ces personnes-là. Alors imaginez des gens qui ont fait tout ce trajet, qui sont venus depuis, qui ont été au Brésil par exemple, et ils se retrouvent au Canada, seulement on y a demandé pour être capable de déposer formulaire fondement d'asile pour obtenir une date d'audience. Ils ne l'ont pas fait et aujourd'hui la commission de l'immigration constate que certains d'entre eux ont des rendez-vous, ils ont des audiences, les commissaires arrivent, personne ne se présente. Alors c'est ça que nous avons parlé depuis longtemps, parce que plus fort moun sa yo, c'est dans l'aide juridique que ça veut dire que premièrement yo pas gagné peut-être contact avec représentants yo, rien pas rempli, etc. Alors nous ça nous a dit nous, c'est que voilà la situation qui est vraiment extrêmement grave. Des gens qui viennent, qui fait demande yo, qu'on y a là, yo pas fait rien avec yo, qu'on y a ces commissions qui dit ça. Alors moi-même t'as aimé tout organisme qui t'a parlé, qui t'a dit, il a aidé, il a fait ceci, il a fait cela, concertation, tout côté qui t'a parlé, qui t'a dit, t'a fait yo, voilà la situation, et qui ça n'a fait dans ça, kounya là, même moun yo lagé, des bras balancés, et puis kounya là, ça veut dire que, il leur a déporté yo, et puis mais c'est ça. On avait dit ça, nous te prévoit ça, ça veut dire que, parce que depuis le début, le problème était mal posé, ça veut dire que tout le monde a dit, oh oui, c'est nous-mêmes, c'est besoin client, besoin de ceci, besoin de cela. Alors voilà, les gens se retrouvent aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes. Là, on les cherche un peu partout. Ils avaient des rendez-vous, ils ne se sont pas présentés. Voilà la situation. On dit qu'ils étaient près de 10 198 à faire la demande d'asile pendant l'été. Et là maintenant, on ne sait pas combien ils sont. Combien, par exemple, ne se sont pas présentés, et c'est sûr que c'est un désistement, et avec ça, on va les déporter avant cette date-là. Maintenant, autre chose qui concerne aussi les Haïtiens, le département d'État recommande l'arrêt du programme TPS.
et il y a plus de 300 000 ressortissants des pays de l'Amérique centrale et d'Haïti qui bénéficiaient de ce programme. Et maintenant, ces gens-là vont se retrouver en situation difficile d'après ce que le Washington Post a rapporté. Mardi, le secrétaire d'État américain, M. Rex Tillerson, dans une correspondance à la secrétaire d'État du département de la Sécurité intérieure, Hélène Duke, a informé que les conditions en Amérique centrale et Haïti ne justifient plus le maintien du TPS. Alors, l'évaluation requise par la loi n'est pas encore rendue publique, mais ces recommandations ont été confirmées selon le Washington Post. Alors, voilà la situation. Alors, il y a là 46 000 personnes qui sont aux États-Unis, d'après ça, on dit, et qui ça nous va le faire avec eux? Qui côté vous pour aller? Ils vont le déporter eux. Alors, voilà la situation. On sait que le gouvernement haïtien avait demandé 18 mois. Alors, mais c'est un peu, je dirais, anormal ou bien immoral qu'un gouvernement, c'est comme si vous avez un enfant et puis vous demandez aux voisins de lui donner à manger. C'est votre responsabilité de prendre votre enfant en charge. Alors, c'est ce que le gouvernement haïtien avait fait, mais malheureusement, la réponse, on va la voir très bientôt, c'est qu'on ne va pas, par exemple, renouveler le TPS. Alors, 46 000 personnes, qui ça ne va le faire avec eux? Et pendant ce temps, il dit que parmi toutes ces personnes-là, il y a 275 000 enfants qui sont nés aux États-Unis. Alors, vous voyez, il y a 320 000 personnes au total. C'est monde qui sont Honduras, Guatemala, Haïti. C'est monde qui va demander pour quitter le pays. Alors, qui a fait ça, nous ne connaissons pas. Mais parmi ces gens, il y a 275 000 enfants qui sont nés aux États-Unis. C'est sûr qu'on ne va pas déporter les Américains, mais sauf que lorsque les parents doivent quitter, ils ne peuvent pas quitter les enfants avec des proches ou bien avec d'autres personnes. Alors ces enfants-là devront quitter. C'est la même chose quand ça se passe au Canada. On dit non, on ne va pas déporter un citoyen canadien, sauf que si maintenant les parents ne sont pas là, l'enfant est obligé de suivre ses parents. Alors voilà la situation. Maintenant que ça nous prend nous-mêmes. Et quelqu'un disait aujourd'hui, il y a presque 1 million haïtiens aux États-Unis, pas jamais une manifestation qui gagne plus que 200 personnes aux États-Unis. Alors ce que le problème est posé depuis longtemps, près de 1 million d'haïtiens vivent aux États-Unis, pas même 200 haïtiens qui campaient pour demander un bagage. Même gens ça qu'on fait l'époque nous fait manifestation la question moratoire, ça veut dire que y a un problème, mais c'est pas un problème par eux, ils auraient été là. Près d'1 million d'haïtiens vivent aux États-Unis. J'ai parlé à madame Marlène Bastien aujourd'hui, elle m'a dit on n'a pas eu une manifestation avec plus de 200 personnes. Et je dis à tout a crié, tout a pris l'amour, c'est parce que c'est nous-mêmes qui propre mal la tête par nous pas prendre les choses au sérieux, et c'est ça qui arrive. Alors, Kounia là, voilà la situation, elle est très très difficile. D'abord, monde qui ici qui vini, regardez, yo fin une occasion pour venir, yo pas porter documents aller. En plus de ça, Kounia gagné qui États-Unis, qui t'a bien aimé venir, Kounia là, c'est gros problème. Et pendant ce temps, c'est que yo t'es États-Unis, yo voté Donald Trump pour la plupart. Et dans la situation ça, ils n'ont rien fait et on se retrouve vraiment en situation difficile. C'est comme si on dit, c'est comme si pour la communauté haïtienne ça veut dire que par contre qui ça côté solution ça a sorti parce que nous pas organisé, parce que nous chita là, nous pas fait rien du tout et puis parler moun mal, rester sur WhatsApp, rester sur Facebook. Pendant ce temps les vraies choses nous pas régler rien là-dedans du tout dans ce sens ça. Alors c'est malheureux mais on va continuer à suivre la situation pour vous. Autre chose, là on parlait de la question d'asile, on va passer maintenant à un autre point. Il y a le représentant de l'ONU qui était de passage au Canada et hier, c'est le haut commissaire aux réfugiés des Nations Unies, M. Filippo Grandi. Il a salué les efforts du Canada en matière d'accueil, mais il a souligné que le pays pourrait en faire davantage. Il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a dit que plus de 90% des réfugiés actuellement dans le monde,
ils vivent dans des pays pauvres. Imaginez ceci, 90% des personnes réfugiées, des personnes qui ont ce statut de réfugiés, sont en train de vivre dans des pays pauvres. Et il a pris l'exemple du Bangladesh. Imaginez, le Bangladesh est un pays qui est aussi pauvre et même plus pauvre qu'Haïti. Le Bangladesh a accueilli près de 1 million de réfugiés aux Indias. Le Bangladesh, comme pays pauvre, a accueilli. Alors, quand on dit ça, des fois, dans certains milieux, on nous dit non, c'est pas le même accueil. Au Canada, les gens, ils ont un peu de moyens. Il y a ceci, il y a cela. Oui, un peu. Mais sauf que, lorsque 11 000 personnes sont venues en été, tout le monde a dit c'est la fin du monde parce que le pays est envahi par beaucoup de gens. Alors, c'est le haut commissaire aux réfugiés qui dit on a 90% des réfugiés qui sont en train de vivre dans les pays pauvres, dans les camps limitrophes de zones de conflit. Il prend l'exemple du Bangladesh et il dit que la responsabilité des pays occidentaux devrait être plus avancée, c'est-à-dire on devrait prendre soin ou s'occuper des réfugiés parce que la plupart des crises sont créées par ces pays occidentaux. Alors il a dit dernièrement, j'étais devant le Conseil de sécurité et je leur ai demandé, est-ce qu'on est devenu incapable de faire la paix? C'est ce que le haut commissaire des Nations Unies a dit. Il était de passage à Ottawa, où il dit que le Canada fait un peu d'effort. Oui, on sait très bien que on ne peut pas demander au Canada d'accueillir tous les réfugiés du monde. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas demander ça. Et puis, il n'y a pas un pays dans le monde qui pourrait accueillir. Mais sauf que le Canada peut faire mieux. Sauf que dans le cas des Haïtiens qui sont venus, le Canada peut faire mieux. Parce que la situation des Haïtiens qui sont venus, par exemple, ici au Canada, pas pour régler la question légale, non? S'il n'y a pas une décision politique pour ces gens-là qui sont venus, la plupart vont être retournés. Si on pense que parmi les 11 000 qui sont venus, le gouvernement va accueillir par exemple 5 000, 10 000 ou bien peut-être, je ne sais pas, 7 000, 8 000, c'est faux. La commission de l'immigration qui traite ces dossiers, elle n'a pas d'opinion. Ça veut dire qu'on présente un dossier et si le dossier est bien préparé, si la personne effectivement a des problèmes, ne peut pas retourner dans son pays, on va lui accorder la protection. Mais dans le cas contraire, on va refuser. Et si on refuse, immédiatement, on transfère le dossier à l'agence de services frontaliers parce que ces gens-là ne peuvent pas faire de demande et ne peuvent pas appeler de la décision à la section d'appel des réfugiés. Alors, voici la situation. Alors, s'il n'y a pas une décision politique, alors ces gens-là vont retourner dans leur pays. C'est pourquoi, c'est pour nous organiser, nous. C'est peut-être ça que pour nous prendre des barrières en charge, pour nous connaître qui ça n'a fait. Alors, c'est important. C'est à suivre. Alors, on vous le dit. Maintenant, on laisse la question des réfugiés. On passe maintenant au deuxième point. C'est le plan d'immigration. Là, le 1er novembre, le ministre de l'immigration, comme il le fait chaque année, je vous avais dit, chaque année, le Canada a l'obligation de dire les seuils d'immigration, c'est-à-dire combien d'immigrants il est prêt à accueillir. Alors, le ministre de l'immigration a présenté son plan annuel et il a dit que d'ici 3 ans, le Canada va accueillir 1 million d'immigrants. Alors, 1 million d'immigrants, voici comment ça va se faire. En 2018, on va accueillir 310 000. En 2019, 330 000. En 2020, 340 000. Ça donne un total de 1 million à peu près. Alors, quand on dit 1 million, on voit c'est beaucoup de gens. Et puis, déjà, on a eu des appels des personnes d'Haïti. Ah oui, le Canada accueille 1 million. Et pourquoi moi, je ne peux pas venir? Alors, il faut bien comprendre. Au Canada, il y a 3 catégories d'immigration. Il y a d'abord la catégorie de l'immigration économique. Ensuite, il y a la catégorie de l'immigration regroupement familial. Et l'autre catégorie, c'est-à-dire ces personnes réfugiées et considérations humanitaires. Alors, quand on dit pendant une année, on va accueillir par exemple en 2018 310 000 personnes, 310 000 personnes, écoutez bien ceci, on va accueillir 188 500 personnes de la catégorie de l'immigration économique. Par immigration économique, on a
les travailleurs qualifiés, on a le programme pilote du Canada Atlantique, on a les aides familiaux résidents, on a les gens d'affaires, on a le programme des candidats des provinces, on a le programme des travailleurs qualifiés du Québec. Voici la catégorie de l'immigration économique. On accueille 188 500 dans cette catégorie. Deuxième catégorie, catégorie de regroupement familial. Alors, dans cette catégorie-là, on va avoir 89 000 personnes. 89 000 personnes, il y a 68 000 personnes pour les époux conjoints de fait et il y a 21 000 pour les parents et grands-parents. Alors, au total, 89 000. Alors, nous comprenons que nous avons fait n'importe 200 000 demandes de parrainage. Le Canada va accueillir 89 000 personnes dans la catégorie du regroupement familial. À ce moment-là, c'est sûr qu'on va refuser les autres demandes. Pour les réfugiés et personnes protégées, en 2018, on va accueillir 48 000 personnes. OK? 48 000 personnes, ce n'est pas 48 000 réfugiés ici au Canada. Parce qu'on parle des réfugiés réinstallés, on parle des personnes qui sont à l'étranger. Parce que pour les gens qui sont ici au Canada, il n'y a pas un chiffre. Parce que s'il y a 100 000 personnes qui viennent au Canada et qui ont besoin de la protection, on va accueillir les 100 000. Parce que la commission est un tribunal indépendant. La commission n'a pas de chiffre à respecter. Si on entend cette année 200 000 personnes, les 200 000 ont des problèmes, on va accueillir les 200 000. Si les 200 000 n'ont pas de problème, on va refuser les 200 000. C'est ça que pour nous comprendre que la commission lui-même, c'est un tribunal indépendant. Il n'est pas là fait de connaître, mes amis, moun ça a un problème, comme si économique, il ne va pas retourner, ça c'est pas un problème commission. Hein. C'est-à-dire que vous avez des problèmes qui sont définis par la convention. À ce moment-là, on va vous accepter. Alors, c'est important de savoir que dans les circonstances, ça veut dire que si maintenant vous voulez, par exemple, venir au Canada, vous devez choisir une catégorie. Et normalement, la catégorie de l'immigration économique, on parle à des gens qui, par exemple, ont des diplômes, des personnes qui sont à l'étranger, qui nous écoutent. Alors on leur dit, oui, cette catégorie-là, c'est une possibilité. Mais par exemple, il faut remplir les conditions. Par exemple, le Québec prévoit accueillir 29 900 personnes ici, cette année. Mais 29 900 personnes, disons 30 000, c'est à travers le monde. Et la semaine dernière, je vous ai dit que parmi ces 30 000 personnes que le Québec va accueillir, 47% vont venir de l'Asie. Ça veut dire qu'il y a à peu près 15 000 qui vont venir de l'Asie. 21% vont venir de l'Afrique. 21%, ça veut dire que c'est à peu près, je dirais 21% de 30 000, c'est à peu près 6-7 000 personnes. OK? En même temps, on a 18% de l'Europe. Vous avez 15 000 pour l'Asie, 6 000 pour l'Europe, ça fait 21 000, 21% pour l'Afrique, 18% pour l'Europe, ça veut dire 18%, c'est à peu près 5 000 à peu près. Alors, il va rester à peu près 3 000 à 4 000 pour l'Amérique. Quand on parle de l'Amérique, on parle des 22 pays hispanophones, on parle des États-Unis, on parle des Antilles, on parle d'Haïti. Alors, lorsque vous êtes là-bas, on dit, ah oui, moi j'aimerais venir, mais sauf que au Québec, ils ont leur plan. Et à ce moment-là, si maintenant on doit accueillir 300 personnes pendant l'année dans ce pays-là, alors vous voyez, il y a des quotas. Et lorsque votre demande n'est pas acceptée, et là, il y a plein, après l'envoi, il passe ici, passe là. Alors, il y a des plans, il y a des quotas qui sont définis chaque année, et c'est pourquoi on fait attention avec ça. Alors ça veut dire que ça, c'est important, on va y revenir parce que les gens pensent que en disant qu'on va accueillir 1 million de personnes ici au Canada, c'est 1 million d'Haïtiens ou bien 1 million d'Africains. Alors il faut faire attention avec ça. Maintenant, et avant de terminer, on a également le Québec qui souhaite que les nouveaux immigrants économiques parlent mieux français. Alors c'est ça, c'est toujours ça. C'est le Parti québécois veut, par exemple, être sélectif dans l'accueil des immigrants
on va exiger la connaissance du français de niveau intermédiaire à tout nouvel immigrant économique. Les forces se demandent, est-ce que le Parti québécois, est-ce qu'il est au courant du niveau réel des Québécois en français? Parce qu'on exige aux gens qui arrivent, qui ont des baccalauréats, qui ont des maîtrises, qui ont des doctorats, on exige à ces gens-là de pouvoir, d'avoir un niveau en français assez avancé. Et pourtant, on voit le niveau du français ici au Québec, c'est déplorable. Alors, il exige ça avant que la personne arrive, mais une fois que la personne arrive, tout à l'heure on va voir ça avec Madame Savoie, une fois que la personne arrive, on dit, si vous ne parlez pas anglais, vous n'allez pas trouver le poste. Vous faites venir des gens qui ont un niveau en français. Regardez, le Parti québécois dit, il faut que la personne ait un niveau intermédiaire. Ok, c'est correct. La personne a ce niveau intermédiaire, elle vient au Québec. Maintenant, elle frappe à une porte, on lui dit, monsieur, vous devez parler anglais. Alors voilà la situation. Ça veut dire que on ne dit pas les choses comme elles sont. Et ces gens-là sont obligés pour la plupart soit de quitter, soit de pouvoir, par exemple, aller ailleurs en tant que tel. Voilà une situation extrêmement pénible. D'un côté, vous voulez venir, vous ne voulez pas rester dans votre pays, mais de l'autre côté, voilà la situation qui vous attend en tant que tel. Pour terminer, on apprend que Donald Trump a l'intention de mettre fin à la question de loterie des cartes vertes. Là. On sait que cette loterie-là permettait à beaucoup de gens de pouvoir trouver la résidence permanente, mais Donald Trump annonce qu'on va mettre fin à cette loterie-là parce que on sait que cette semaine, il y a eu l'attentat. On a eu l'attentat et avec ça, on a beaucoup de gens. Il y a par exemple près de 8 personnes qui sont mortes. Là, on dit, c'est parce qu'on a eu cette loterie, ça c'est Donald Trump, c'est la réflexion de Donald Trump, qui a déjà un discours anti-immigration. Alors, il en profite pour dire, on va mettre fin à cette loterie. Je ne sais pas combien de personnes ont l'habitude de venir dans ce programme-là, mais voilà la situation. Bon, alors on va prendre une pause. On va faire maintenant appel à Madame Savoie et à Madame Lynn Riom parce que elles vont nous parler d'une chose assez importante. Je sais que vous êtes ici, vous venez pour réussir. Alors, on va vous dire comment vous devez faire parce que voilà la situation, la problématique ici au Québec. Alors, les deux vont nous parler du retour aux études et comment procéder. Alors, on prend la pause, on y revient tout de suite après. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Allô? Allô, mon amour. Moi, faut passer ouais mon oncle là à Montréal-Nord. Je ferai le transfert pour ta maman dès mon retour à Montréal, à l'un des bureaux de la Unitransfert. Qu'en penses-tu? C'est vrai que la Unitransfert a 2 bureaux à Montréal, au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Montréal-Nord, non loin de la rue Arthur-Chevrier, tu trouveras la Unitransfert aux places suivantes. Le magasin 509 multiservices réparation de téléphones cellulaires au 11 814 Boulevard Langelier, coin Maurice Duplessis, dépanneur Normandie Dijon, 6345 rue de Dijon, coin Roland, et restaurant chez Mamie, 12 265 Boulevard Roland, coin Arthur Chevrier. Alors à plus tard, chérie. Ciao, ciao, à plus. Unitransfert, chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48.
Bambini transfert moi, bambini transfert moi, bambini transfert moi, c'est wap wap wap. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, le téléphone pour nous rejoindre 438-876-9398. Et en même temps, en Haïti, c'est le 48 20 78 18 22 09 76 82. Mais ici, à la radio, si vous voulez nous parler, parce que on va prendre la deuxième partie de l'émission, vous pouvez nous appeler au 514-790-2726. Alors, comme annoncé, nous avons avec nous nos deux spécialistes en éducation. Je dis ça comme ça. Mais c'est Madame Sarah Savoie que vous connaissez déjà parce qu'elle a fait beaucoup d'interventions. Et Madame Lynn Réaume, je vous dis bonsoir et bienvenue à l'émission. Merci. Oui, approchez-vous un petit peu du micro, oui. Oui, alors, Madame Sarah Savoie, comme je dis, les gens vous connaissent très bien. J'ai avec moi le livre que les deux vous avez produit, c'est que c'est décidé, je retourne aux études. Alors j'aimerais que dans un premier temps faire une brève présentation de vous et ensuite pourquoi ce titre-là, je retourne aux études, c'est décidé. Alors expliquez-nous un petit peu. Alors vous pouvez commencer, je ne sais pas, qui va commencer avant? Donc, Sarah, comme orthopédagogue et conseillère d'orientation, moi, c'était une joie de mettre sur papier avec Lynn les éléments les plus importants dans un défi de taille comme le retour aux études. En fait, comme vous avez si bien dit, le livre c'est décidé, je retourne aux études, une histoire dont vous êtes le héros. Donc, ça demande au lecteur de se mettre en action. Et puis, Lynn, bien... Avec Sarah, bonjour tout le monde. Avec Sarah au niveau professionnel, on a eu à relever ce défi-là personnellement en mettant en place à l'époque, il y a quelques années, dans le cadre de nos fonctions, un service de retour aux études. Alors, ça fait un bon moment que cette préoccupation-là nous est chère et on a développé notre expertise et notre passion aussi. C'est ce qui nous a amené à écrire un livre qui aide les gens finalement pour proposer des choses comme... C'est un guide pratique, en fait, là, qui peut être utilisé par tous les gens et toutes les catégories d'âge. OK. Les gens qui nous écoutent maintenant sont pour la plupart des immigrants qui sont arrivés il y a quelques années, des gens qui viennent d'arriver peut-être. Et ce sont des personnes qui sont venues ici. Je présente ces gens-là. Ce sont des gens qui sont venus avec des diplômes, qui étaient très qualifiés dans leur pays. Première chose, on leur dit, vos diplômes ne sont pas reconnus. Alors, maintenant, ils se retrouvent à un carrefour où ils ne savent vraiment quoi faire parce qu'ils se disent, alors, si les diplômes ne sont pas reconnus, qu'est-ce qu'on doit faire? Et des fois, on vient, on a des enfants, on a des responsabilités. Alors, pourquoi, d'après vous, est-il important de retourner aux études? Parce qu'ils viennent pour réussir. Pourquoi est-il important de retourner aux études afin de pouvoir fonctionner, planifier sa vie? Oui. En fait, d'emblée, moi, je dirais que c'est pour aller vers son plein potentiel, puis se respecter aussi par rapport au bagage que vous venez d'expliquer que la personne a avec elle à l'arrivée ici au Québec, puis de le mettre à profit dans des métiers qui sont en demande. Mais pour ce faire, il faut être au courant de ce qui est en nécessité, puis voir de quelle manière aller vers les ressources qui sont disponibles. Donc, dans le livre, c'est une des choses incontournables qu'il faut tout d'abord mettre en valeur ce qu'on a comme bagage au niveau de la connaissance de soi. Dès le premier chapitre, on en parle avec l'analogie de la cape. On parlait du héros tout à l'heure. Il faut savoir ce qui se cache derrière.
Parce qu'en plus, ce qu'il faut considérer, on s'adresse à des gens qui sont nouvellement arrivés au Québec, des gens qui ont eu des métiers, qui ont eu des professions. Donc, c'est important de s'adapter, de bien comprendre la culture québécoise, les professions qui sont ici et, comme le mentionnait Sarah tout à l'heure, la connaissance de soi est fondamentale pour savoir comment je peux transférer ce que je suis, ce que je sais, mon plein potentiel ici au Québec. Qu'est-ce qu'on a à m'offrir? Donc, c'est certain que d'un certain côté, il y a la responsabilité du peuple qui accueille, les Québécois, le gouvernement et tout, mais il y a aussi une responsabilité personnelle de chacun à savoir qu'est-ce qui m'intéresse ici, qu'est-ce qu'il y a à m'offrir et où je me vois. Maintenant, comment je vais me projeter dans l'avenir et à travers les exercices que l'on propose tout au long du livre, je crois que ça peut guider le lecteur à mieux se comprendre, à mieux savoir où aller. OK. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que la personne vient en famille. OK? Alors là, on a une situation difficile à gérer. Ça veut dire on doit travailler pour nourrir les enfants. Et on était des professionnels. On n'aimerait pas aller sur l'aide sociale. On aimerait pouvoir travailler. Alors, dans ce premier temps, comment concilier travail et famille? Comment retour aux études et travail et famille? Ensuite, c'est quoi le choix qu'on va faire? Parce que souvent, ils arrivent, ils sont dans des foyers, ou bien ils rencontrent des personnes qui leur disent il y a un seul domaine qui fonctionne dans ce pays-là. Si vous n'allez pas dans ce domaine, vous n'allez pas pouvoir fonctionner. Alors, qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil à ces gens qui arrivent, qui sont là, qui se posent toutes ces questions-là? Il y a toujours les éléments de réalité que vous venez de nommer qui sont indispensables à l'analyse de la mission là du héros, comme on l'appelle dans le livre, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne veut comme type de retour aux études. On fait vraiment le pont entre aussi la volonté et le pouvoir. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit que différents motifs, quand on parle de motivation, elle est là, la motivation. Par contre, si on pense au risque et au sacrifice qu'il faut faire, on en fait mention. Il doit avoir une réflexion pour voir si le retour aux études est la bonne façon de faire et à quel moment on doit le faire. Donc, le plan d'action vient rapidement s'installer comme un outil vraiment très significatif, là. OK. Je ne sais pas si Mme Lynn veut ajouter quelque chose, mais sinon, l'autre question. On sait également que pour les gens qui vivent ici, on sait qu'il y a un taux de décrochage scolaire assez important. Souvent, on dit que quand nous étions chez nous, et par exemple à l'étranger, nos parents ne savaient ni lire ni écrire, mais ils pouvaient nous faire étudier. Mais nous sommes arrivés ici, nous avons les connaissances, mais souvent, nous ne sommes pas capables de faire étudier nos enfants. Et ils décochent. Alors là, maintenant, c'est quoi et comment ça pourrait, quel message pour les parents qui ont des enfants qui décochent, qui ne veulent pas continuer à étudier, c'est quoi le message pour ces parents? En fait, le message, c'est important que vous abordiez cette question-là parce qu'au Québec, le taux de décrochage, malheureusement, est élevé. Mais cependant, les parents jouent un rôle fondamental et primordial dans l'accompagnement des jeunes. Ce qu'on a compris, Sarah et moi, bien rapidement, lorsqu'on a mis en place le service d'aide aux raccrocheurs à ce moment-là, c'était d'accompagner ces jeunes-là. Et à notre tour, le livre sert aux parents pour accompagner leurs enfants. Donc, ce qui est intéressant puis qui distingue aussi le livre d'autres livres, c'est qu'on donne des outils qui sont pratico-pratiques. Sarah nous a parlé du plan d'action, mais on parle aussi de faire des bilans, de ne pas avoir peur, de s'asseoir, de rétroagir, de regarder en arrière pour mieux avancer. Et on donne des outils particuliers de réflexion qui vont permettre aux parents d'accompagner le jeune dans sa réflexion. Et on sait très bien qu'il faut cueillir le fruit quand il est mûr. Donc, pour un parent, c'est bien certain que parfois la situation du décrochage est inacceptable chez son enfant, mais en même temps, il faut savoir qu'il y a un certain rythme et il va y avoir des déclencheurs qui vont permettre aux parents de mieux intervenir et guider le jeune. Donc, dans cet aspect-là, le livre peut permettre très bien aux parents de voir venir et de supporter son enfant.
Il y a une section aussi qui aborde toute la méthodologie de travail qui impose les études, que ce soit au niveau de la compréhension de lecture, l'écriture, la mémorisation, la gestion du temps, puis la gestion du stress aussi. Dans un retour aux études, ce sont des éléments clés pour avoir la capacité de relever le défi du héros, puis de peut-être mettre de côté les embûches qui peuvent se vivre au quotidien. Okay. Je vais inviter entre-temps les gens à appeler si jamais ils ont des questions. Et en même temps, je vais dire qu'on a un livre qu'on va tirer également. Si jamais ils posent des questions, peut-être qu'à ce moment ils appellent, on va leur poser des questions et ils peuvent gagner un livre entre-temps. Alors, dites-nous, par exemple, si vous avez des personnes qui arrivent de tous les horizons et vous avez certains domaines à les proposer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de domaines qui existent ici. Alors, qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là? Est-ce qu'ils devraient aller à l'université? Est-ce qu'ils devraient avoir une formation technique? Alors, qu'est-ce que vous pourriez proposer à ces gens qui arrivent, comme je disais, qui ont une famille, qui doivent aller travailler, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer? La première action à mettre de l'avant, c'est vraiment l'introspection face à ses forces, ses aptitudes. Même dans le livre, on va jusqu'à demander au lecteur de nommer ses rêves. Donc, de voir un peu où il part pour voir où il pourrait arriver. Et ensuite de ça, de bien connaître ce qui existe comme programme. On va proposer dans le livre aussi une façon de découvrir sa personnalité, pour identifier les programmes qui sont associés, du moins les domaines professionnels. Et par la suite, il faut partir de qu'est-ce qui est peut-être à proximité des formations de courte durée, que ce soit les attestations d'études collégiales, AEC, parfois qui sont mal connues ou méconnues, des techniques peut-être de 2-3 ans qui permettent d'avoir des stages ou d'avoir même des programmes comme l'alternance travail-études qui sont extrêmement importants pour un curriculum vitae et aussi l'intégration sur le marché du travail québécois. Pour que ce soit des gens qui viennent d'ici ou des nouveaux arrivants, c'est absolument positif. Et la formation professionnelle qui permet vraiment pour avoir travaillé dans le réseau, pour vraiment voir ce qui est disponible comme formation, qui permet un retour aux études de qualité, mais de courte durée. Tout à fait. Et là maintenant, ce que je dirais par exemple par rapport à des personnes qui souvent font le choix d'aller par exemple en santé. OK? Alors vous êtes orthopédagogue, vous êtes conseiller en orientation de carrière, tout ça. Alors c'est quoi le message qu'on donnerait à ces gens-là? Par exemple, si on devrait parler de plusieurs domaines qui existent, ça veut dire que qu'est-ce qu'on leur dirait? Bien, en fait, de connaître le palmarès, par exemple, des 50 métiers qui sont en demande en ce moment, d'aller à la source, de voir aussi les besoins selon les régions où ils habitent. Parce que si on est à Montréal, c'est une réalité. Si on est à Laval ou à Longueuil, c'est peut-être autre chose. Mais il y a des métiers qui sont nouveaux. Exemple, sur les réseaux sociaux ou les plateformes Internet, il faut savoir que toute la réalité qui était au point de vue des journaux ou de la publicité papier se retrouve maintenant sur le web. Donc, il y a des métiers qui ont été créés par la force des besoins de certains domaines. Ça peut être aussi au niveau environnemental. Il y a des métiers qui sont de plus en plus en demande ou des nouveaux métiers comme toute l'électrification des automobiles ou autres domaines qui seraient à découvrir là. Moi, je pense qu'il faut vraiment être alerte sur les besoins du marché du travail québécois. Tout à fait, tout à fait. Alors, il faut dire également qu'on a le projet de faire une journée porte ouverte où, par exemple, vous serez là et puis on va planifier, on annonce aux gens que on va planifier une journée porte ouverte où les 2 spécialistes en éducation seront là et vous allez avoir la possibilité de trouver le livre également, d'acheter le livre. C'est combien ce livre-là et puis où est-ce qu'on peut trouver dans ce premier temps si les gens sont intéressés maintenant? Alors, le livre est au coût de 20 $. OK. Et il peut être commandé sur notre site Facebook. Okay. Donc, notre site, c'est décidé, je retourne aux études, qui est le titre de notre livre, en fait. Et sur la page Facebook, on peut simplement cliquer sur « Acheter ». Et à ce moment-là, le Septembre Éditeur, qui est notre maison d'édition, va acheminer le livre aux personnes. OK, tout à fait. Et puis, on va annoncer également la journée porte ouverte
où vous allez être là. Pour le moment, on ne peut pas donner de date, mais on voudrait que beaucoup plus de gens participent parce que il y a un besoin dans toutes ces communautés-là, parce que les gens viennent d'arriver. C'est sûr que souvent, ils n'ont pas la possibilité d'avoir les bons conseils au début. Et par la suite, ce sont des connaissances, ce sont des personnes qui vont dire, ah oui, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et puis vous devriez faire ça également. Là, c'est une tendance qu'il faut combattre dans certaines communautés. Si la personne a passé 10 ans avant de pouvoir atteindre un point A, il faut que tout le monde passe 10 ans. Alors que les choses évoluent, alors qu'il y a vraiment beaucoup de changements. Alors, c'est à ce niveau-là. Bon, alors... Puis on le voit d'ailleurs, si je peux me permettre, dans les récits, parce qu'on a à l'intérieur du livre 9 récits, puis ça permet de découvrir l'histoire de chacun. Donc, ce que vous venez d'énoncer, c'est vrai, puis d'aller vers les outils, les ressources, bien, je pense que ça permet de voir les choses autrement pour plusieurs lecteurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, là, je ne sais pas si vous avez, parce que le temps passe tellement vite, alors, si vous avez un dernier message à nous donner, ça veut dire que c'est quoi... par exemple, on a déjà parlé du livre, par exemple, là où on peut le trouver, mais c'est quoi le message pour les gens, soit pour les parents qui ont des enfants décrocheurs, soit pour les gens qui viennent d'arriver et qui voudraient retourner aux études? En fait, je crois que notre livre, fondamentalement, porte un message d'espoir. Donc, je crois que quand on a des rêves qui sont déçus ou qu'on a des espoirs qui sont pas réalisés, on a tendance à se replier, à s'isoler. Donc, ce livre-là, justement, nous projette en dehors de nous-mêmes, vers l'avant. Et la notion de héros le projette bien parce que, en fait, Histoire dont vous êtes le héros, on invite les lecteurs à la fin du dernier chapitre à écrire son propre récit. Parce que chacun a son potentiel, chacun a sa place dans la société. Et notre mission à nous, ça a été et ça va être d'aider les lecteurs à développer leur plein potentiel et surtout avec les parents, de faire équipe pour vraiment arriver à faire exploser tout ce potentiel et cette énergie-là que chacun de leurs enfants possède. Puis de cette manière-là, on peut passer de la réflexion à l'action. Tout à fait. Tout à fait. À toi, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Et on sait que c'est pas la dernière fois, et puis on aura l'occasion de se rencontrer, et bien de rencontrer les gens, de leur parler, et puis de donner d'autres conseils. Alors merci beaucoup et à la prochaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, ok. Alors, ceci dit, on va continuer à parler. Michel est là. Michel a sûrement des questions, par exemple pour la question d'immigration. Alors, on vous rappelle que on a, par exemple, au niveau de la commission de l'immigration et du statut de réfugié, le rappel, on peut déposer le formulaire de fondement d'asile jusqu'au 30 novembre 2017. Ça veut dire qu'on a prolongé ce délai parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas présentés et c'est malheureux. Là maintenant on se retrouve en situation où il y en a qui n'ont pas suivi les étapes et peut-être qu'au niveau de l'agence de services frontaliers, très bientôt ça va être vraiment pénible. Oui Michel. Alors, aujourd'hui j'avais décidé de ne pas prendre des questions. Bon, on est justement un peu bousculé par le temps, mais ce que je trouve un peu incompréhensible, c'est que selon l'article de la presse hier, c'est quand on a relaté que beaucoup de gens ne se sont pas présentés. Alors quand on imagine, il y a des gens qui sont passés par au moins une dizaine de pays avant de se rendre au Canada. Là, ils arrivent ici, ils devraient se présenter, ils ne se présentent pas. Alors moi, je me demande à quoi ces gens-là, ils s'attendent à quoi? Ça veut dire au moins dans un premier temps, ces gens devraient se présenter, allez au moins prendre votre chance. Si on vous refuse, vous ferez ce que vous voulez après. Mais si vous arrivez là et que vous vous présentez pas, ça veut dire vous arrivez au Canada, vous décidez d'aller vivre dans la clandestinité. À ce moment-là, vous ne pourrez plus aider ni vous-même, ni votre famille. Et ce que je ne comprends pas, même les gens qui sont aux États-Unis. Aujourd'hui, j'étais en train d'écouter une émission aux États-Unis. Les gens, ils sont en train de faire la même chose.
on fait des manifestations, vous imaginez, quand il y a plus de 40 000 illégaux, on fait une manifestation, il n'y a même pas 300 personnes qui se présentent. Alors vous voulez quoi? Vous décidez quoi exactement? Et le Canada, c'est un pays de loi et de droit. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont leur permis de travail dans la main. Et puis quand vous restez chez vous en train de prendre le bien-être social et que vous n'allez pas travailler, vous vous présentez pas dans votre rendez-vous, vous voulez quoi exactement? Oui, alors Michel, c'est que c'est une situation très pénible et je pense que souvent je dis, et Aristote l'avait dit avant, nous sommes responsables de nos irresponsabilités. Ça veut dire que nous nous retrouvons vraiment en situation. 11 000 personnes se sont présentées. Il devait y avoir, ça veut dire que la communauté devrait se mobiliser pour prendre en charge ces gens-là. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons, c'est ce qu'on a vu. Et lorsque la presse présente cet article, elle dit que on n'a pas donné le nombre de personnes, mais on a dit qu'il y a beaucoup qui ne se sont pas présentés. Là, on va se retrouver en situation très difficile parce que dernièrement, jeudi, j'étais à Saint-Antoine, au bureau de l'agence de services frontaliers. Je parlais à un agent. Lui, il m'a dit qu'il faut que les Haïtiens comprennent ça. Ici, comme tu as dit tantôt, c'est le pays de loi. Alors, nous, on a la mission de déporter tous ceux qui n'ont pas été acceptés dans la demande d'asile. Nous, on ne fait pas de politique, nous, on ne fait pas de parti pris, on n'a pas d'opinion là-dessus, que ce soit des Haïtiens, que ce soit des Honduriens, tout le monde, tous ceux qui sont venus, qui n'ont pas été acceptés comme demandeurs d'asile doivent quitter le pays. Et déjà, ils ont commencé. Alors, oui, on a des personnes qui ont reçu leur lettre pour... Je ne parle pas des personnes qui sont venues en été. Oui, mais Jean, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand vous refusez de vous présenter dans un premier rendez-vous, ça veut dire vous donnez même pas la peine d'aller écouter qu'est-ce qu'on va vous dire. Là, vous arrivez, puis là, vous prenez... ce que je dis, pour terminer, ce que je dis aux gens, il est impossible de se cacher au Canada. Oui. Impossible. Mais tôt ou tard, un jour, on va vous trouver. Mais c'est pas dans votre avantage non plus de le faire. C'est ça. À ce moment-là, vous n'aurez plus la carte d'assurance maladie, vous ne pourrez pas travailler, vous ne pouvez pas faire la demande. Non, il faut au moins aller. Maintenant, c'est sûr que même au Canada, au Québec, maintenant on a une crise de main-d'œuvre. Même hier, j'ai parlé avec un garagiste. Il a la misère à trouver un débosseleur, quelqu'un pour faire la réparation. Oui, il m'a dit, Michel, j'ai mis l'annonce sur le journal, je l'ai mis sur Kijiji, puis j'ai la misère. Et à ce moment-là, Michel, si la personne n'a pas la formation, il peut retourner aux études. Et avec ça, il va pouvoir trouver la formation et puis faire ça. C'est ça, c'est l'objectif. Et lorsque nous, à cette émission, on essaie d'avoir les meilleures personnes pour conseiller, pour dire aux gens, voici comment ils devraient faire. Bien sûr. Avant de terminer, demain, c'est la journée des élections. Et encore là, cette semaine, on a présenté à Montréal-Nord un reportage sur Radio-Canada qui parle du profilage racial, des gens qui sont victimes régulièrement de ce profilage racial.